ici à la Maison de l'Architecture, une nouvelle Maison de l'Architecture, si j'ai bien compris. C'est jeune, je me félicite de ça. Toute occasion de discuter, avoir la possibilité de parler de ce qu'on fait est précieuse. Donc, je vais vous utiliser pour voir comment vous retenez certains de mes propos. Donc le titre, effectivement, ça a été comme ça donné, mais j'ai beaucoup aimé ce titre. J'aime beaucoup ce titre. Aussi récemment, j'ai écrit un livre qui vient d'être publié en italien, finalement, dans lequel je me suis assez penchée sur cette question du futur, donc la ville demain. L'idée du futur m'intéresse au point. C'est une idée centrale pour l'architecte, pour l'urbaniste. Et chaque question doit être abordée, je crois, de façon ouverte et dans une perspective longue. C'est quelque chose qu'on n'est pas trop habitué à faire. La perspective longue nous donne quelquefois des problèmes. Et nombre de villes ont peur de se confronter au futur, au demain. C'est l'idée de se confronter au changement. Selon le rapport que les villes entretiennent avec le futur, selon qu'elles pratiquent le pessimisme de la raison, ou bien un optimisme de la volonté, ça c'est Gramsci, je suis en train de citer, j'observe des différences qui sont conséquentes et qui changent la nature et la qualité du projet urbain, du projet en général, voire son existence même. J'ai eu la chance de travailler dans une ville, la ville d'Anvers, à la Belgique, qui est une ville, par exemple, ouverte au futur. Cette caractéristique de la capitale flamande, c'est la ville la plus importante de Flandre, après celle qui n'est pas effectivement de Flandre, tient à des facteurs multiples. Peut-être le fait que cette ville a un petit peu touché le fond. Elle a eu une période longue de déclin. Elle a été abandonnée par ses habitants qui ont préféré sortir du centre-ville et aller habiter dans une maison avec un jardin, peut-être à la campagne. Elle a eu beaucoup d'immigration et beaucoup de transformations aussi industrielles. Je vous montre ici quelques éléments importants. La rivière, la Skelde, qui est la rivière qui est la raison même de la présence de la ville ici. Un grand port qui s'est déplacé dans les années passées vers le nord, et maintenant le port est plus grand que la ville même, et ce port arrive jusqu'à la frontière avec le nord. Et le port est sorti complètement de la ville, laissant dans la ville beaucoup de lieux abandonnés qui doivent être construits. Et ici, il y a un espace duquel je vais vous parler, c'était une plateforme ferroviaire qui a été transformée récemment dans un parc. Le skyline de la ville est très connu, il a été peint plusieurs fois à l'âge d'or d'Anvers. Et ici, vous voyez votre image, je trouve intéressant, ce sont les quais d'Anvers qui sont transformés dans une plage. J'ai entendu dire que même à Genève, vous avez peut-être ce projet. Ce qui dit aussi que les quais ne sont plus utilisés pour l'industrie navale, et donc c'est un grand espace qui doit être pensé à nouveau. Donc une ville qui est en train de se penser à nouveau. Et toutes ces transformations ont ouvert des ports dans la ville. Ce terme de porosité, on l'a utilisé plusieurs fois, aussi dans le Grand Paris, on y reviendra après. On l'a aussi utilisé dans l'interprétation de la vie diffuse, de certaines parties de la vie diffuse. Mais dans le cas d'Anvers, la porosité était vraiment ces lieux abandonnés qui pouvaient être pensés à nouveau pour des pratiques nouvelles, par des populations nouvelles. Ce que je voudrais vous faire noter, c'est que la porosité a des graines différentes. On a des grands ports qui s'ouvrent, les 11
sites industriels abandonnés, mais on a des multiples petites porosités qui sont à l'intérieur des blocs et des îlots et qui concernent notamment les petits changements. Et ce sont les deux types de porosité qu'il est important de regarder en même temps. Si vous voulez, la première intervention qu'on a fait à Anvers au début des années 90, c'était la faillite totale. On a fait des espaces publics qui ont été vandalisés immédiatement. Après, il y avait des jeunes gens qui revenaient habiter dans la ville, qui utilisaient cette petite porosité et qui ont reconstruit une capacité de vivre l'espace urbain d'une façon un petit peu plus agréable, un petit peu plus confortable, et ça a conforté aussi la politique publique de rénovation de la ville. Nous avons étudié assez dans le détail ces pratiques des jeunes familles avec enfants qui revenaient vivre dans la ville et qui auraient utilisé donc ces ports, les réinterpréter en réalisant des lieux d'habitat d'une qualité exceptionnelle, tout à fait hors évidemment des clichés que le marché nous propose, mais en inventant vraiment des lieux intéressants. Donc ces deux porosités, la petite porosité moléculaire et la grande porosité des grandes interventions publiques, par exemple le grand parc, elles sont étroitement liées. Si on n'a pas les deux, c'est très difficile qu'une ville puisse se rénover, puisse vraiment durablement changer. Et quelquefois, on ne prête pas assez d'attention à ce lien. Pour ce qui nous concerne, nous avons participé à un concours donc, pour un projet de parc sur l'ancienne plateforme Ferrier. Et en étudiant ce lieu spécifique situé, on a immédiatement lu la possibilité d'une continuité à une échelle beaucoup plus vaste. Ce qui est aussi très intéressant de ces projets spécifiques situés, c'est qu'en même temps, on nous oblige à réfléchir à des échelles très différentes. Et c'est une continuité possible d'être dans le futur qui entraîne aussi la proximité d'autres sites industriels qui aujourd'hui ne sont pas encore complètement désaffectés, mais dans le futur probablement nous serons, jusqu'au se connecter aux grands espaces ouverts qui sont à l'extérieur de la ville. Donc ce parc qui peut être très long et qui utilise, qui a comme base cette plateforme. Il y a une autre chose intéressante à dire, c'est que ce parc se trouve dans la partie la plus pauvre d'Anvers. Or, Anvers est une ville pauvre. La périphérie d'Anvers est très riche, mais la ville elle-même est très pauvre. Elle est habitée par des pauvres, par beaucoup de gens immigrés. Donc, le lieu le plus pauvre d'une ville pauvre, ça pose problème quand on imagine un grand espace public. Et c'est peut-être ça une des raisons pour lesquelles les autres équipes qui ont travaillé sur ce projet dans le concours, beaucoup d'entre elles avaient proposé de fragmenter ce parc, en disant qu'un grand parc, on ne peut pas le faire partout. Et que peut-être l'idée qu'un parc puisse jouer un rôle dans une ville qui se pense à nouveau, ce n'était pas donné. Donc nous, au contraire, on a vraiment pris cette position très forte de dire qu'un espace public de cette dimension, un grand parc, était l'espace correct pour cette ville, pour cette partie de la ville. Et on a donc proposé de laisser libre cette connexion, cette ouverture toujours possible sur presque 2 kilomètres, en intégrant tous les éléments qui pouvaient suggérer l'idée d'une partition. C'est-à-dire, par exemple, les viaducs qui traversaient le parc. Les grands viaducs, il y en a 2, vous voyez dans la maquette, un viaduc ici et un autre là. Donc, de se dire que cet grand espace, ce projet, devait être capable d'absorber cette idée du projet qui absorbe, de la capacité d'intégrer, de faire avec ce qui est déjà là, nous paraissait vraiment la position à afficher. Vous voyez aussi qu'il y a une partie de ce projet qui est plutôt bâtie. Ça, c'était le cadeau que les chemins de fer belges faisaient à la ville, de donner le site de 24 hectares, mais en échange de ce cadeau, ils voulaient évidemment une certaine quantité de bâtiments.
Et ces bâtiments-là donc laissent passer le parc. Ce parc devient une pente et finalement elle passe sur le Wally et arrive jusqu'à la rivière. Dans ce parc, on voulait aussi un espace flexible qui pouvait être utilisé et dans lequel marcher de façon différente. On voulait aussi un parc qui essayait de prendre en compte cette condition spécifique sociale, donc d'une extrême pauvreté aux abords, mais d'une grande ambition de la ville qui voulait un parc métropolitain de grande échelle et qui pouvait être attractif pour des gens qui n'étaient pas des gens du coin. Et on a imaginé que ça risquait, l'idée du grand parc métropolitain, d'éloigner les gens qui habitent là. Des gens qui, par exemple, n'ont pas participé à tous les événements qu'on a organisés pendant la construction du projet. Ils n'étaient pas intéressés, les familles maghrébines ou de l'Europe de l'Est immigrées ne se montraient pas dans ces occasions. Donc le risque d'un projet qui finalement n'était pas un élément d'inclusion, mais qui soulignait plutôt les distances, était assez fort. Donc on a beaucoup travaillé sur un bord un petit peu poreux, encore une fois, c'est-à-dire en utilisant l'épaisseur du bord comme l'épaisseur qu'on peut utiliser. Immédiatement, on trouve des conditions dans lesquelles on peut rester. Et ce bord, où on trouve des bancs, des situations où les enfants peuvent déjà jouer, etc., sont très utilisés. Ça, c'est une image du parc où, évidemment, il y a eu tout le thème d'un terrain qui était pollué, qu'il fallait substituer dans son entièreté, la construction d'une nouvelle topographie. Les viaducs qui sont restés dans la possibilité de regarder le parc d'en haut, ce qui nous a poussé vers un dessin assez schématique, assez simple et presque graphique, parce que justement ces points de vue d'en haut nous suggéraient l'idée de presque d'une bande dessinée. Ici vous voyez les logements sociaux qui sont autour du parc. Ces éléments qu'on a introduits pour rythmer la distance, la longueur du parc, avec toujours l'idée que les infrastructures présentes, ici vous voyez le chemin de fer qui reste à côté du parc, deviennent des lieux de spectacle, des lieux à regarder, où les enfants par exemple aiment beaucoup ce kiosque pour rester là et regarder les trains. Et dans la partie centrale, ces espaces de jardin d'eau qui sont très attractifs, et le parc a eu un succès par rapport aux différentes populations, c'est-à-dire qu'il est utilisé soit par les gens qui habitent là, soit par les gens qui viennent justement pour cet espace. On a réutilisé le matériau qui était sur place, etc. Dans ce parc, et donc juste à l'entrée de ce parc, il y a un autre petit lieu qui nous enseignait beaucoup. Donc, la ville d'Anvers s'est engagée dans les dernières années à transformer une gare de tête, je ne sais pas si on dit en français de tête, mais disons une gare terminus, dans une gare passante. Donc le train à grande vitesse sort d'un tunnel qui passe ici et sort justement là, dans une petite place, une placette, dans un quartier. Et c'est là justement que ce tunnel, avec des grands murs de 1,5 mètre de béton, sort sur la place. Les habitants étaient vraiment très très énervés de ça. Et donc quand on a gagné ce concours, la ville nous a dit on a très peu de sous, mais il faut trouver une solution. Les gens sont très, très mal à l'aise avec cette affaire qui sort de terre. Donc, quoi faire? Donc, un tunnel qui sort avec une pente 3%, donc c'est une pente très douce, ça c'était vraiment intéressant, et qui donc sépare le bâtiment de la gare, la petite gare qui est ici, de la place. Et ici, il y a, vous voyez le chemin de fer. Donc nous, on a travaillé sur l'idée de parcours. On s'est dit, il y a une pente douce, on arrive en haut. Là, c'était bien parce que c'était orienté vers le sud, on peut rester là. C'est un lieu agréable pour regarder
ce qui se passe dans la place. On peut passer, on a mis des escaliers et des rampes pour pouvoir passer à travers en utilisant cet espace. Et c'était un petit peu difficile, on n'était pas sûr que ça pouvait effectivement marcher. En plus, le projet c'était très économique, donc finalement les murs étaient déjà là, on a ajouté juste ça. Et vous voyez de la place, on a peint les murs de béton, on ne pouvait rien faire d'autre que ça, on a un petit peu travaillé, mais juste un petit peu en surface. Et après, on a travaillé la pente. On a travaillé comme un relief, comme quelque chose qui a des tout petits éléments qui s'insèrent sur une pente homogène. Et on a terminé avec des murs, avec la possibilité pour les enfants de regarder les trains qui sortent de là. Donc un projet la leçon qui nous a donné ce projet, qui est utilisé, comme vous voyez, par des mamans qui passent là, on trouve très souvent des gens qui sont ici à manger un sandwich. Et ici, comme je disais, on peut regarder la classe. La leçon qui nous a donné sur ce projet, c'est qu'on peut tout dessiner. Qu'il y a une capacité du dessin du projet de réutiliser, de réinterpréter n'importe quoi. Même le tunnel qui sort par hasard dans ce lieu. Ce qui nous donne un petit peu de confiance sur le fait que ce que nous faisons en tant qu'architecte urbaniste a du sens. A la capacité de transformer les lieux, de modifier les pratiques qui se font dans ces lieux. Par exemple, ici, on joue à la pétanque. Et ce projet, donc le projet de Sport Nord, a été le premier moment de réflexion sur une ville dans laquelle, après, on a réfléchi à une échelle plus large, l'échelle d'un plan, structure de la ville, dans lequel, comme vous voyez, le projet de Sport Nord fait partie d'une séquence de projets d'espaces ouverts et de parcs qui proposent une structure pour cette ville. Et d'espaces stratégiques sur lesquels, après, la ville d'Anvers a restructuré tous ses services, donc a mis sur chaque projet stratégique quelqu'un, architecte, urbaniste, pour suivre la réalisation des autres projets. En faisant ce travail, qui est toujours ce qu'on fait quand on travaille sur le futur, on doit toujours penser au présent évidemment, mais aussi au passé. C'est-à-dire, au moment où on se pose le problème du futur, on est en train déjà, en ce moment-là, d'interpréter à nouveau le passé. On doit se reconstruire notre pensée sur le passé. C'est-à-dire que, par exemple, ce parc, avec l'idée d'une nature qui peut s'éteindre, qui n'est pas figée, qui est quelque chose qui est en mouvement, qui n'est pas un dessin qu'on peut figer une fois pour tout. C'est une référence à un imaginaire beaucoup plus loin, où c'était dans cette nature, dans cet espace ouvert, qu'il y avait des pratiques sociales, comme les grands kermesses dans les forêts, par exemple. Et donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que regarder vers le futur nous impose de regarder le présent, mais aussi de tourner les yeux vers le passé. Mais pas tourner les yeux aveugles, c'est-à-dire reconstruire chaque fois le passé, qui sera le passé du futur qu'on a choisi de suivre. Le passé devient un espace malléable. C'est-à-dire qu'on doit se dire quel est le passé pour lequel on a imaginé ce futur. Ce travail sur les imaginaires, sur les images, les grandes images de la ville, dans le cas d'Anvers, c'était un travail très important. Certaines images comme la ville d'eau, par exemple, ou la ville sur le chemin de fer, la ville des rails. Anvers a un transport en commun très dense, en termes de tramway, en termes de train. Donc, comment réinterpréter toute cette infrastructure qui était déjà là, dans quelle image c'était un élément important. Je n'ai pas le temps de vous dire tout de ce projet, donc c'est quelques
petite réflexion. Toujours à l'inverse, notre projet que nous avons fait pendant la construction du plan de structure, c'est-à-dire qu'on a participé à des concours qu'on a gagnés, c'était ce projet pour la place du théâtre. C'est un théâtre moderne, construit aux années 70, façade en béton brut, un petit peu dure, une façade que la ville, les habitants d'Anvers n'aimaient pas trop. Le concours demandait donc de réutiliser cet espace, un grand espace vide, très large, donc très peu utilisé, très mal utilisé, marginaux, et aussi la présence du théâtre, c'était quand même intéressant, le fait d'avoir un grand espace vide et un grand théâtre. Quelqu'un a proposé de remplir ce vide, encore une fois en disant que cet espace public, finalement, on s'embarrasse un petit peu. Je me souviens, à la présentation de ce concours, il y avait quelqu'un que probablement vous connaissez, Adrien Goes, Restart, qui est arrivé en disant que là, il faut faire passer des boulevards pour partager, fragmenter cet espace. Et après, il a enlevé de sa poche des maquettes de bâtiments. On les aurait finalement, c'est peut-être plus facile sur quelques bâtiments qui va réunir cet espace ouvert. Notre position a été de dire, c'est vrai, il y a un grand vide, mais la question c'est peut-être plus celle d'articuler cet espace ouvert, d'imaginer qu'il y a une nature différente de cet espace, que ce n'est pas un espace homogène. Il y a par exemple là un grand môle vert qui se trouve sur un ancien canal qui est découvert, qui a une nature spatiale évidente, mais très arborisée. Il y a une partie qui est une partie plutôt de service qui sert au théâtre. Et après, il y a la place, la véritable place du théâtre, qu'on a proposé de couvrir en partie et de réaliser un jardin qui se trouve en face des cafés qui sont de ce côté-là. Donc une articulation de cet espace, mais en gardant l'ouverture de l'espace comme un élément de qualité. L'idée qu'il y avait là donc le théâtre, pour nous c'était intéressant. Il fallait imaginer que ce théâtre avait devant lui un autre théâtre, mais cette fois ouvert, de la même dimension. Le volume en air, c'est plus ou moins le même du volume qui est celui du bâtiment. Et dans cet espace ouvert théâtral, on imagine, on va essayer dans cette image, comment de retrouver une société, une culture qui pourrait utiliser cet espace. Ici, c'est un plan qui montre donc, la dimension ouverte qui est plus ou moins la même du bâtiment, le jardin, etc. Il y avait une question, c'était les escaliers de secours. Alors cette façade, la salle du théâtre, était tellement mal vécue que finalement on avait décidé de mettre les escaliers de secours sur la façade. 2 grands escaliers rouges de secours. Pour cacher un petit peu la façade. Et nous on a imaginé de prendre ces escaliers métalliques qui avaient été appuyés comme ça dans cette façade et on les a ouvertes, on les a étirées. C'est ce que vous voyez un petit peu dans la coupe là. Et ça a défini un écran presque très transparent, mais quand même avec une sorte de limite à la place d'un côté. C'est la maquette qui montre donc la couverture. Même en décidant que la hauteur de la couverture était la même hauteur du théâtre, c'était pour affirmer justement que cet espace ouvert était le double du théâtre bâti. Et une place, encore une fois, en pente légère, ce qui nous a permis d'éliminer tous les escaliers qui étaient devant l'accès au théâtre, et aussi nous a permis d'imaginer des bords où, par exemple, les skaters qui utilisaient déjà la vieille place du théâtre, pouvaient trouver un lieu pour leur pratique.
bien qu'aujourd'hui, ça c'est considéré peut-être la surface la meilleure pour faire du skate à Angeles. Donc ça c'est la place, c'est du béton noir, il est là, et donc, la toiture avec ces escaliers qui font un filtre, mais très très léger, entre les bâtiments à côté et là. Et dans cette place, il fallait tout pouvoir faire. Donc, par exemple, il y a 2 marchés hebdomadaires, c'est assez important, assez connu, très fréquenté. Donc, il fallait que les marchés pouvaient entrer dans cet espace. Et donc, ça a construit une situation intéressante d'une partie du marché qui est aujourd'hui au couvert, qui utilise donc la classe. Étant donné qu'une partie du théâtre est le théâtre pour les enfants utilisent la place comme lieu de jeu et d'une façon assez libre et facile. Ces 2 projets, à mon avis, nous parlent aussi d'un autre rôle du projet qui est un rôle politique. Un rôle politique que je trouve important pour la vie de demain. Affirmer que l'architecture, peut-être l'architecture des espaces publics en particulier, a un rôle à jouer dans la vie de demain. Dans cette ville si fragmentée, si conflictuelle qui traverse, ces 2 espaces, avec d'autres évidemment, mais disons, ces 2 espaces ont été assez importants pour affirmer que dans une ville, il y a aussi des espaces en commun. Et finalement, tout ça a construit donc cette carte des espaces stratégiques que, comme je disais avant, a été aussi la structure conceptuelle pour réorganiser la façon de travailler dans la ville d'Anvers. Et aujourd'hui, il y a 40 personnes qui suivent ce plan et qui, tous les jours, prend le temps d'amener les projets un petit peu plus à l'avant. Donc, un deuxième type de projet dont je vais vous parler, c'est des projets qui ont un rapport très fort aussi avec le futur. Ce sont des scénarios, c'est la construction de scénarios. C'est un outil de travail dirigé vers le futur. Élaborer des scénarios consiste à imaginer dans le futur. Je dirais, en citant un auteur américain qui est Herman Kahn, le scénario nous oblige à penser l'impensable. C'est-à-dire qu'il nous oblige à élargir ce cadre dans lequel normalement on se trouve, le contingent des choses qui nous pressent, etc. Or, le scénario, c'est comme une pause dans laquelle on se dit, on ouvre et on se permet, et on se force même, à penser l'impensable. Kahn faisait cet exercice aux années 60, au moment où la guerre nucléaire paraissait un risque réel, bien que personne ne voulait effectivement penser cette éventualité. Et donc, je pense que cette position et cette recherche a eu une valeur heuristique assez importante. Et en tant qu'urbaniste et architecte, nos scénarios s'exercent sur l'espace et prennent une forme dessinée. Penser l'impensable est l'effort que je dois faire. C'est un effort qui consiste à s'obliger à penser ce qui pourrait se passer et non seulement ce qu'on souhaiterait qu'il se passe. J'apprécie beaucoup cet état d'esprit que les scénarios demandent. De ne pas prendre ses désirs pour des réalités, mais étudier les différentes implications d'une situation donnée. Ici, vous voyez, c'est une recherche qui a donné lieu à des workshops financés par l'Europe sur la question du changement climatique. Le titre que j'ai donné, c'est Extreme Cities. Donc, pourquoi des villes extrêmes? Ici, vous voyez, quelques parties de l'Europe,
En noir, vous voyez les zones qui, dans l'hypothèse de augmentation du niveau de la mer, pourraient avoir des très très gros problèmes. La zone autour de Venise, dans la Lune, et toute une partie donc, du Veneto, l'Hollande, évidemment, la côte hollandaise, mais aussi par exemple Londres, l'estuaire du Tamis. Si on avait une carte à l'échelle mondiale, on trouverait d'autres villes extrêmes, aussi dans des conditions pires que celles des villes européennes. Mais en tout cas, en Europe, ce sont des territoires extrêmes. Extrême, ville extrême, aussi parce que la ville diffuse où ce risque est si fort a été considérée dans le passé comme une ville qui n'était vraiment pas une ville, dans ce sens une ville extrême. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait l'appeler comme ça, c'est une ville extrême. C'est une forme extrême d'urbanité. On est tous d'accord aujourd'hui que c'est de l'urbanité, mais c'est une urbanité extrême. La forme, c'est celle-ci, c'est un espace assez faiblement urbanisé, mais quand même urbanisé dans toutes ces parties. Son paysage, cette ville-là, c'est un paysage qui a beaucoup de potentialité. Bernard Dossel, qui l'a étudié longuement, dit on la regarde, on se dit qu'elle est laide. Mais elle est laide comme beaucoup de belles villes d'aujourd'hui, qu'on reconnaît aujourd'hui comme des villes de monument, ont été laides à un certain moment de leur histoire, des villes de baraques. Donc la ville du Fuste, c'est tout simplement un espace qu'on doit imaginer comme un espace qui va se transformer dans le futur, qui va trouver des noyaux, des parties plus denses, des moments d'urbanité plus forte, mais c'est une ville qui va se transformer. La chose importante de cette ville, ce sont les espaces ouverts. C'est la relation entre l'espace vide et l'espace fermé. C'est ça la potentialité extraordinaire de cette ville. Je vais rapide sur ces éléments. C'est intéressant de noter que cet espace d'une urbanité étendue, c'est un espace horizontal. C'est un espace où il n'y a pas une grande hiérarchie. Par exemple, si on regarde les éléments de la mobilité, donc les voiries, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'ordre supérieur, inférieur. C'est vraiment tissu à une échelle territoriale. Et là aussi, on peut voir des potentialités, en sachant qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette horizontalité des relations possibles, peu de hiérarchisation, est mise en discussion par ces interventions infrastructurelles qui vont vraiment bloquer et diminuer la productivité de ce système. Et en prétendant améliorer la situation, en amenant un ordre hiérarchique, finalement diminue la capacité de ce territoire à être parcouru dans toutes les directions. Donc, une question intéressante, surtout quand on regarde cette image qui est cette éponge des réseaux, à laquelle il faut toujours mettre de côté cette carte qui est la carte des eaux. Donc, le réseau hydraulique et celui des voiries sont vraiment comme deux choses parallèles qui voyagent ensemble, quelquefois ils se détachent, mais souvent ils sont ensemble, qui sont l'infrastructure de base de ce territoire qui est habité dans son entièreté. Et moi je trouve toujours amusant quand on parle de ce territoire comme un territoire chaotique qui n'a pas d'ordre. J'ai connu très peu de territoires avec tellement d'ordre, tellement d'éléments de structure à une échelle vaste. Or, sur ce territoire, on a proposé 4 scénarios extrêmes qui parlent de ce support de l'eau et de l'asphalte et qui s'interrogent en termes de possibilités d'adaptation ou de compensation. Le premier scénario s'appelle No Out,
pas de voiture, est-ce que la vie diffuse pourrait fonctionner sans la voiture? Bon, c'est un scénario assez extrême parce que c'est la critique la plus importante qui est amenée à la vie diffuse, c'est de n'être pas durable du point de vue de la mobilité et de forcer vers la mobilité individuelle. Alors d'abord, il faut élargir la palette des façons possibles de se déplacer à tout, à partir de la marche à pied jusqu'au train à grande vitesse. Et cette palette est aujourd'hui, dans cette période, est toujours plus élargie. C'est-à-dire qu'il y a aussi des innovations technologiques intéressantes et il y a aussi l'idée qu'il faut peut-être revenir au rôle de la marche à pied. Je fais un petit... j'entre dans une petite question. Je pense que quelqu'un d'entre vous connaissent Ivan Illich. Ivan Illich qui avait écrit aux années 60 ce fameux livre Discours social, éliminer de la société. Donc Ivan Illich disait qu'à un certain moment, ces institutions deviennent tellement fortes qu'elles réduisent les capacités, la possibilité d'expression individuelle. Et il utilisait ces mots même pour des institutions comme l'autoroute, en disant finalement la marche à pied c'est la seule qui nous donne un espace de liberté. Donc quand on imagine que la marche à pied doit retrouver un rôle, ici c'est pas que la marche à pied, mais disons à partir de là, c'est aussi qu'on dit qu'il y a des pratiques qui ne sont pas nécessairement dans des institutions de contrôle. Donc ce scénario no-out imagine réutiliser toutes les lignes ferroviaires existantes, abandonnées, il y en a beaucoup dans la vie diffuse, de remettre les trams-trains ou les tramways là où ils étaient dans le passé. Même dans la vie diffuse, entre ville et ville, il y avait, au début du XXe siècle, il y avait des trams qui ont été tous enlevés au moment où la politique a été toute voiture. Donc, il faut revenir en arrière, encore une fois, il faut regarder en arrière, reconstruire ce passé qui a été à un certain moment complètement bloqué, retrouver donc les défis de continuité et aussi regarder vers le futur. C'est intéressant ici c'est une hypothèse de mettre de travailler sur toutes les voiries qui sont plus larges de 6 mètres. Donc c'est une sélection de ces voiries. Et ce qu'on découvre, c'est qu'on a là le nombre de ces voiries de 70% de la production qui est évidemment aussi très parsemée et très diffuse. À partir de là, on peut imaginer de travailler cette épaisseur le long du transport en commun. Et là, ici, c'est l'idée d'une sorte de ville un petit peu plus riche, un petit peu plus intense. Et juste derrière cette ville, il y a tout ce territoire un petit peu plus lent, mais qui n'est jamais distant, jamais loin de la partie où on trouve les systèmes de transport en commun, qui est en contact avec l'eau, avec l'agriculture. Et les espaces qu'on pourrait libérer de la voiture, ce serait le socle sur lequel construire un projet de réqualification de la vie diffuse. La vie diffuse, le nom des voiries, c'est comme ça, c'est pas grand-chose, c'est vraiment une ville de baraque. C'est une ville qui doit évoluer, qui va évoluer. Mais juste derrière cette ville, il y a des territoires magnifiques d'eau, comme je disais, et d'agriculture qui sont juste à côté, juste derrière. Ça, c'était le premier scénario. C'est un scénario qui nous impose de changer nos comportements. Donc, c'est un scénario lourd à imaginer. Il faut de là, je crois. Le deuxième scénario, c'est celui qui dit bien on n'est pas encore disposé à changer notre style de vie. Donc, on va tout simplement essayer de compenser les émissions de CO2 que la voiture, le long des voiries, peut produire. Donc on fait des forêts, on imagine une quantité suffisante de forêts le long des voiries, capables donc d'absorber. On a fait quelques calculs, on imagine des types de forêts différentes, suivant que ce soit des grandes barrières, des
des grands épaisseurs, plutôt des choses plus fermes, ou des plus humides, sèches, etc. Et on décide de mettre ces forêts pas quelque part, mais juste à côté de la source de pollution. Donc juste à côté des forêts. Et disons, en considérant aussi que les grands voiries dans les autoroutes auront des émissions plus importantes. C'est pas tout libre le long des voiries, donc il y a, comme vous voyez dans cette image, il y a des érosions, des perforations. Et ce qui nous manque, on le met le long de l'eau, ce qui est tout à fait logique. Il y a des lieux plus humides, il y a de l'eau, on met des forêts. Le résultat, c'est ça qui est, à mon avis, un début d'un projet, très clairement. Et c'est un projet de compensation, donc qui se pose la question de comment regarder vers le futur, comment affronter la question du changement climatique en termes de projets qui finalement ne sont pas si distants de ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire que, je pense même ici, mais au reste d'Europe, il y a des financements pour créer des nouvelles forêts, par exemple urbaines, etc. Donc ça intègre ces tendances dans une vision plus élargie. Après, dans le détail, on peut très bien imaginer le type de projet qu'on peut faire. Et aussi les infrastructures de la mobilité comme un support de production d'énergie à la grande échelle. Les autres deux scénarios concernent l'eau, part de l'eau. Le troisième scénario, c'est assez banal, c'est une politique partout en Europe et dans le monde, il faut donner plus d'espace à l'eau. Mais donner plus d'espace à l'eau dans la condition extrême de la région autour de Venise, je pense que vous pouvez reconnaître Venise, qui est là, donc la lagune. Si donc la mer va sous C, ça serait donc la partie qui aurait des problèmes. Donc ce sont des parties importantes. Ce sont aussi des lieux où, aux années 30, pendant le fascisme, on a construit ce réseau de canaux pour donner la possibilité d'apporter l'agriculture, d'y habiter, etc. Donc ce sont des lieux très très bas, plus ou moins au même niveau de la mer et même plus bas. Et où on a les mêmes dispositifs qu'on trouve dans le monde, dans les polders. C'est plus ou moins la même situation. Ce qui est intéressant quand on regarde la superposition de la carte des eaux, des différents types d'eau et de la géologie, c'est qu'on trouve dans une dimension assez réduite finalement, c'est plus ou moins 40 km, toutes les situations. Ici, donc, les parties les plus déprimées. Après, on a une partie où le terrain n'est pas perméable, la pente n'est pas toujours suffisante pour faire écouler les eaux. Après, on passe dans une partie très très sèche, où il y a un problème qui est inversé. Donc l'eau, il faut la garder parce que la tendance, c'est de disparaître immédiatement dans le terrain. Donc dans cette situation, l'idée c'est qu'on pourrait effectivement redonner des terres à l'eau, donc laisser que les parties qui sont plus élevées, donc ceux qui connaissent la région, le Lido, le Lido di Venezia, il est effectivement un petit peu plus élevé, mais après il y a des parties qui sont totalement dans l'eau, qui pourraient être immédiatement dans l'eau si on termine de pomper l'eau, ce serait immédiatement leur situation. Et après, on trouve d'autres occasions, il y a des carrières qui peuvent être réutilisées pour stocker l'eau, etc. Donc, toute une série de logiques de projets, encore une fois, qui sont mises en séquence, dans une séquence territoriale, ce qui produit un projet, à mon avis, encore plus intéressant. Donc, élargir la lagune de Venise, imaginez de continuer avec cette lagune beaucoup plus vaste, réutiliser toutes les carrières qui se trouvent, ça c'est une partie, mais il y a des centaines de carrières et des programmes d'excavation aussi dans le futur. Et donc, imaginez des projets, ça c'est par exemple une carrière
dans la partie sèche. C'est pas probablement ce qu'on imagine, mais ça devient comme ça quand elle est abandonnée. Et ici, il y a des bosquets qui s'est créé en bas, parce qu'il y avait un petit peu plus d'humidité. Et donc, imaginez des petits projets, mais ce sont des centaines ces carrières. Donc, finalement, ça a des conséquences à une échelle territoriale. Ce qui nous amène à imaginer des règles de construction, de requalification de ce territoire, qui vont, à partir de ces carrières, remailler le système des canaux. Évidemment, pour amener l'eau là, il faut connecter les carrières aux canaux ou aux rivières. Donc, ça devient déjà le début d'un projet de qualification du paysage, du territoire, de tous ces éléments. Et donc, avec toutes ces opérations, le scénario nous montre qu'on va interpréter à nouveau la coupe territoriale dans son entièreté. Ici, les parties plus hautes qui restent donc hors d'eau, le reste qui revient dans la lagune. Après, on peut imaginer d'avoir des forêts sur les parties plus délicates, c'est là où on a je ne sais pas le terme en français, mais c'est la ligne où les eaux reviennent à la surface. En anglais, c'est le spring, à la partie des... Et après, les sources, merci. Et donc, c'est une partie assez fragile du territoire pour les risques de pollution. Et après, donc, imaginez que dans la partie sèche, où il y a toutes ces carrières, on peut réutiliser ces trous pour collecter l'eau, pas la collecter pour toujours, mais pour l'infiltrer doucement, de façon à rétablir aussi une meilleure qualité de l'eau qui est en profondeur, qui est une eau très polluée par tous les petites industries que dans le passé ont jeté tout ce qu'ils pouvaient jeter dans ce pays. Donc, le scénario, comme je disais, c'est à mon avis un instrument fondamental dans cette période de transition dans laquelle nous sommes, de crise aussi dans laquelle nous sommes. Mais le scénario pensé l'ensemble, c'est une des familles de scénarios. Après, il y a une autre famille qui est celle plus proche de l'idée de prospective, l'idée de construction de volontariste du futur. Et c'est un petit peu cette approche, celui qu'on a utilisé dans la réflexion que nous avons fait dans le cas de Grand Paris. Ici, vous voyez toute l'équipe, c'est une équipe assez particulière, avec des experts en énergie allemands, des mathématiciens italiens, des écologistes américains, des experts de mobilité français et Bernard Dosset qui est moi-même avec des étudiants aussi, on travaille aussi avec les étudiants du master européen en urbanisme, donc une équipe assez conséquente, mais qui était, je pense, la plus petite des équipes qui ont été organisées pour cette recherche. Ce qui m'amène à parler de stratégie cognitive, du fait que finalement avec nos instruments différents, après ce sont des destins, ce sont des représentations de types différents, c'est pour nous, ces outils sont pour nous la façon de connaître les territoires, connaître les lieux, connaître aussi les sociétés qui habitent ces lieux, leurs pratiques. C'est pour nous un instrument formidable de production de connaissances. C'est comme ça qu'on l'a utilisé aussi dans le cadre du Grand Paris. L'enjeu n'était pas le grand plan, le Grand Paris pour 12 millions d'habitants. L'enjeu c'était de contribuer à connaître, à définir un thème. Il n'y avait pas de périmètre. Il n'y avait pas le périmètre de l'Île-de-France plutôt que d'autres périmètres. C'est pour ça que parmi les différentes hypothèses, vous connaissez probablement celle de Lumbach qui propose de travailler sur un axe Paris-Le Havre assez long. Donc chacun a fait venir la question de l'échelle du
travail comme une question de recherche. Donc l'objet n'était pas défini. Donc il fallait utiliser nos instruments pour essayer de dire qu'est-ce que c'était la question qui était posée. Alors ici, justement pour ne pas se poser la question de périmètre, on a pris des dimensions, 50 km sur 50 km. C'est une dimension sur laquelle on a travaillé souvent dans le cadre de la ville diffuse en Italie. Quelquefois, on a pris aussi des cadres un petit peu plus larges, 100 km sur 50 km. On a fait des coupes, comme ceux qui ne savent pas où chercher la chose, comme des archéologues, comme ceux qui travaillent dans les mines, qui font des coupes. Et après, on va regarder lesquelles coupes disent quelque chose. Donc, des coupes qui parlent de la topographie, très importante, et qui associent à la topographie les affectations et les proportions. Comme ça, on voit par exemple que les forêts sont presque toujours en haut, que dans la vallée, qui est la partie la plus riche, avec les eaux, avec les éléments de biodiversité, c'est là que on a aussi le plus de présence d'activité et d'habitat. Après, on a choisi une coupe sur laquelle on a fait un travail de terrain beaucoup plus important. C'était clair qu'on ne pouvait pas explorer tout ce territoire. Déjà comme ça, c'était quand même quelque chose d'assez important sur ces 50 km. Et on a choisi cette coupe pour différentes raisons, parce qu'il y avait dans le passé des études de recherche qui avaient utilisé justement une partie de cette coupe, la partie méridionale. Il y avait des recherches faites aux années 60 par Jean Bastier. Il y avait des contes, il y avait des romans qui parlaient un petit peu du parcours du RER B, qui est plus ou moins un axe. Et aussi, il y avait ça. Ça, c'est la carte des riches et des pauvres. Et donc, notre coupe, on a jugé que c'était pratiquement intéressant de la faire à l'ouest. À l'ouest, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien, des paysages magnifiques, des lieux d'habitat très beaux. On a pensé que c'était plus intéressant de regarder la partie à l'est, qui croise effectivement les lieux difficiles, parmi les plus difficiles de cette grande capitale. Et on était guidé par une hypothèse. Dans ce sens, je parle d'une construction volontariste qui regarde le futur. On était guidé par ce thème de la porosité, ce thème qu'on avait donc fait mûrir dans les expériences sur la ville diffuse, dans le cadre inverse, et qu'on a amené avec nous, on amène un outil conceptuel. Et finalement, on s'est rendu compte que cet outil, la façon dans laquelle on voulait regarder la ville, à travers ces porosités, nous montrait que Paris, le grand Paris, n'était pas du tout un espace poreux. C'est un espace justement qui empêchait le mouvement. Mais ça, pas seulement dans le sens physique du terme, même de placement. Le mouvement, le dynamisme, la possibilité de changer, de sortir par exemple des lieux dans lesquels on est et dans lesquels on reste pendant toute la vie. C'était une ville, un espace rigide, peu perméable. Et donc, on s'est dit, finalement, cet outil va devenir quelque chose de plus que l'outil, va devenir une proposition, va devenir une hypothèse sur le futur de cette ville. Et c'est comme ça qu'on l'a un petit peu utilisé. Soit comme un outil analytique pour regarder, soit comme un outil de projet, de proposition. Cette carte qui a été dans le débat sur le Grand Paris a été une carte importante. Je peux vous dire que maintenant il y a beaucoup de gens qui parlent de la carte de Lucifer, c'est la carte qu'on a proposée. La carte de Lucifer, ce sont les espaces, les propriétés de Lucifer, comme tous ces lieux qui fragmentent, qui enclavent, qui définissent des espaces fermés, les grandes infrastructures, les cimetières, les cités, les HLM, les aéroports, tout ce qui, les autoroutes, tout ce qui fragmente l'espace et souvent devient une barrière. On a imaginé que Lucifer nous disait à nuit, faites-moi la carte de la propriété en Île-de-France. Ça, c'est sa carte. Et ces espaces. Et donc, évidemment, la proposition, c'était de rompre
ça, d'utiliser le projet à différentes échelles, pour nier ce caractère, ce manque de porosité. Et pour faire ça, on a proposé des stratégies de la ville poreuse. La première stratégie est qu'une ville poreuse est une ville de lieux significatifs. Les lieux significatifs, on a essayé de les trouver, de les cartographier. On a fait beaucoup d'interviews, on a fait du travail sur le terrain. On a regardé beaucoup Internet. C'est un lieu exceptionnel aujourd'hui pour trouver ce qui intéresse aux gens, aux personnes. On a marché dans ces marchés ethniques, par exemple. On a aussi regardé les cartes. Cette carte montre tous les lieux nommés autour de Paris et c'est une fonction automatique d'un SIG. On demande à la carte, montre-moi les noms que tu as. Et ça, ce sont les noms que la carte a. C'est une carte que personnellement, j'ai trouvée inattendue. Si c'était la ville diffuse de Veneto, on aurait dit c'est normal, c'est une ville diffuse, donc on a des noms partout. Mais dans le cas de Paris, avec cette concentration, avec cette idée de tout vers Paris, on pouvait au contraire s'attendre à une carte avec des vides. Au contraire, il n'y a pas de vide. Elle est, je dirais, isotrope. On trouve des noms partout. Quelquefois, ce sont des noms de parcs, quelquefois, ce sont des noyaux, quelquefois, ce sont des hameaux, ce sont des villages, des petits centres, etc. Mais ce sont des lieux qui ont un nom, ce qui est une sorte de degré zéro de l'appropriation du territoire. Après, avec les recherches qu'on a fait, on a posé cette carte, qui est évidemment une carte qui n'est pas exhaustive, mais qui pourrait être une base, pour faire ressortir cette richesse de lieux significatifs où Paris, pour un moment, on peut presque imaginer qu'il est un petit peu noyé. Évidemment, n'est pas comme ça. Vous savez bien que la différence entre ce qui est à l'intérieur du périphérique et ce qui est à l'extérieur est très très forte. Mais c'est pas qu'à l'extérieur il n'y a rien. Il y a beaucoup. Mais ce beaucoup, il faut le mettre en relation avec le centre de Paris, en relation entre les différentes périphéries, et finalement montrer que les petites croix que vous voyez, c'est aussi lié à une idée de transport en commun renforcée. J'ai vu aussi à ça à la fin. Donc les nœuds, les lieux d'échange des différents types de transport ont des lieux significatifs possibles. On a choisi d'habiter là pour cette raison. On n'a pas décidé de vivre au sommet des Alpes. Au sommet des Alpes, bien que là ce sont des zones très protégées, ce sont des parcs, là il n'y a pas de biodiversité. La biodiversité est toujours où nous sommes. Donc la question de la biodiversité est finalement la question de trouver une relation nouvelle avec cette naturalité. Et ce qui est aussi important dans le cas de Paris, c'est que l'eau est un risque assez peu considéré. Dans le débat qui a suivi ce travail, on a trouvé beaucoup de fois une certaine presque non-compréhension du fait que les eaux que vous voyez là sont les eaux qui seraient affectées par une inondation crue comme celle par exemple de 1910. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'à part la grande crue, on a eu après beaucoup d'autres crues qui, bien que pas exactement comme celle-ci, quand même, ont été très, très dangereuses. Donc la question du risque, la question de vivre avec l'eau, de trouver une façon de coexistence avec l'eau, c'est une question qu'on a indiquée ici d'une façon schématique comme une sorte de nouveau parc qui considère donc cette nouvelle relation avec l'eau nécessaire si on veut trouver la façon de vivre avec ce risque. C'est aussi de se dire qu'on n'aura pas la possibilité d'éliminer les risques. Donc il faut en tout cas trouver la façon de vivre la vie. Ici vous voyez les parties du bâti qui seraient donc à l'intérieur de cette zone, le 17% du bâti qui est dans cette partie.
et aussi des infrastructures. Donc des infrastructures tellement importantes qui pourraient vraiment couper en deux la France, assez stratégiques, qui sont à l'intérieur des zones d'inondation. Et à partir de ça, on a fait une lecture de la topographie. Donc, si vous voulez, là, il y a un petit peu la leçon de Venise. À Venise, vous pouvez vraiment lire la topographie en termes de centimètres dans la ville. Il suffit d'attendre quand l'eau monte pour voir que vraiment il y a des petites différences. Et avec ces petites différences, on peut organiser des projets différents. Donc, à partir d'une idée générale sur la nécessité de rouvrir les berges, de donner un espace aux zones humides, donc à des nouveaux écotones, à partir de ça, comme idée générale. Après, une politique d'utilisation des inondations pour restructurer ce qui se trouve le long de la Seine. Parce que le long de la Seine, à part la partie centrale du Paris intramuros, le long de la Seine, il y a beaucoup de marginalité. Il y a des zones industrielles désaffectées ou en train d'être désaffectées. Il y a de l'habitat souvent en déclin. Il y a des espaces mal utilisés. Donc, on ne peut pas marcher pratiquement le long de la Seine. Donc, la Seine et aussi les autres rivières. Mais si je prends la Seine qui est la rivière emblématique, cette rivière n'est pas du tout au centre de la population. Et donc, il y a là un projet évident qui est le projet de restituer à la Seine un rôle, une position, grâce aussi à sa capacité de structurer ce grand espace. Donc, requalifier les zones industrielles en imaginant de type niveau de mixité. Comme vous voyez, le petit schéma qui montre quelle stratégie on peut imaginer. Aussi en proposant à quelque part ce qu'on appelait du soft shrinking, donc laisser quelques espaces, imaginez que dans le temps, de façon douce, mais quelques espaces pourraient quand même être restitués effectivement à l'eau, en imaginant de reconstruire à côté sur des plateformes, peut-être avec une densité un petit peu plus élevée. Et donc ça c'est une image de ce projet qui part de l'eau, qui part du risque d'inondation, qui trouve des occasions vraiment extraordinaires de transformation qui sont en train de se passer, mais un petit peu comme beaucoup de transformations de grandes zones qui changent, mais sans une idée générale du fait que c'est le moment de penser à nouveau vraiment le rôle de la rivière. Troisième stratégie, c'est celle qui concerne la percolation de la biodiversité et de la sociodiversité. Donc sur la biodiversité, j'ai déjà dit quelque chose à propos de l'eau, mais la sociodiversité c'est très important. Les parcs ont souvent, ici dans cette agglomération, mais pas seulement ici, un rôle d'espace qui sépare. C'est la distance qu'on met entre un quartier de pavillonnaire, par exemple, et un grand ensemble. Entre les deux, il y a un parc, mais ce parc n'est pas un lien. C'est justement la distance, c'est la barrière, c'est l'espace qui n'est pas partagé. Et ça, on l'a vu plusieurs fois dans le Grand Paris. Les quantités d'espace, c'est une comparaison entre Paris, la Rance, donc en Hollande, et la région du Veneto. Vous voyez que ce sont vraiment des formes d'espace ouvert totalement différentes. Ce qui nous parle de métropoles, de zones métropolitaines, qui sont vraiment très très loin. Mais les quantités ne sont pas si distantes. C'est-à-dire que l'espace ouvert agricole, surtout, et des parcs de Paris, c'est plus ou moins à la même échelle de l'espace de la Rance ou du Veneto. Mais avec une densité de population beaucoup plus élevée. Le Veneto, 2 millions plus ou moins d'habitants. L'Île-de-France, cette partie de l'Île-de-France, entre 8 et 10 millions d'habitants. Donc on a proposé de travailler avec les instruments de l'écologie du paysage. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Et sur
les bords entre les parties bâties existantes, les parcs et l'agriculture. Mais c'est facile de dire qu'en construisant le long de ce bord, on pourrait localiser là tout ce qui est nécessaire pour Paris d'ici à 30 ans. Mais ce n'était pas vraiment ça notre question. C'est quelque chose sur lequel a beaucoup travaillé aussi Jean Nouvel, avec des idées plutôt différentes, je pense. Pour nous, c'était surtout l'idée de dire que ces espaces qui souvent ne sont pas trop utilisés, qui sont des espaces de séparation, ont besoin d'un bord. Ici, je reviens à notre échelle au thème que je vais vous poser pour le parc de Sport, ont besoin d'un bord attractif pour eux, qui invite entre eux. Donc, ce travail du bord n'est pas seulement et pas vraiment sur la question de la densification, mais c'est surtout sur la façon d'intégrer l'espace ouvert au reste et de faire devenir ce vide un vide lien et pas une séparation. Donc, ce travail sur le bord, qui est évidemment ici à une échelle différente par rapport au sport nord, comme un lieu équipé, comme un lieu qui a des espaces publics à une échelle plus petite, qui est un lieu de sport, de jeu, de petites activités. La quatrième stratégie, c'est une stratégie de strate et de stratification. Cette réflexion nous vient de la question de l'énergie. L'énergie qui est un problème, une question qu'on a ici au futur. Le chemin que vous voyez ici, c'est la politique engagée par la région autour de Munich, donc en Allemagne, qui voudrait, d'ici 2050, diminuer ses consommations d'énergie du 60% et produire des énergies renouvelables pour les 40% qui restent. Donc l'objectif c'est 100% renouvelable, durable, d'ici à 2050. Alors on a pris cette référence pour le Grand Paris et on a essayé avec des experts allemands. On n'est pas réussi finalement à imaginer que ça ce soit possible. L'Île-de-France consomme tellement d'énergie que la région ne pourra jamais, même si on réduit de 60% de consommation, ne pourra jamais produire à son intérieur l'énergie qui est nécessaire. C'est une question qui reste ouverte. Mais la chose intéressante, c'est que la politique sur l'habitat, sur tout ce qui est déjà là, qui est déjà construit, c'est clairement une politique de restructuration. Pour éviter de disperser l'énergie grise qui est déjà là, on doit imaginer de restructurer, de réutiliser au maximum, de stratifier ce qui est déjà là. Ce qui veut dire agir sur les différents tissus, par exemple le tissu pavillonnaire avec les opérations de densification. En Genève, je sais qu'il y a une tradition de penser, pas trop de réalisation, mais de penser sur la possibilité de densifier le pavillonnaire. C'est dur, c'est difficile, mais il faudra quand même imaginer à un certain moment que ça va se passer. Dans le cas de Paris, le pavillonnaire, il y a beaucoup de tissus pavillonnaires qui est dans des conditions assez mauvaises. C'est un pavillonnaire très petite parcelle, très pauvre, donc là il faudrait vraiment imaginer des projets, les grands ensembles. Il y a aussi beaucoup de recherches aujourd'hui sur ces questions. Mais là, le point qui m'intéresse, c'est que ça nous amène à cette hypothèse, que je trouve une hypothèse radicale, bien qu'elle fait paraître d'être une hypothèse assez prudente. Au contraire, ça nous force, je pense, sur la construction de pensée sur la ville demain, importante. Donc, imaginez de recycler 100%. Donc de recycler, de trouver des relations en termes de synergie énergétique entre les zones de production et l'habitat. Retravailler les zones industrielles, donc nous avons proposé de prendre la question des zones industrielles, des zones commerciales, de tous ces incroyables
quantité de surfaces très mal utilisées, très peu utilisées, qui vieillissent très rapidement, et d'imaginer là un grand projet de recyclage qui va ajouter des couches et des strates. Donc comment transformer les zones industrielles, l'habitat et la production, etc. Et finalement, et je suis presque à la fin, la dernière stratégie concerne la mobilité, c'est une mobilité généralisée qui traite en même temps ces trois espaces de vitesse. La grande vitesse, une proposition sur la connexion nécessaire de TGV à travers Paris. Paris aujourd'hui c'est un cul-de-sac, comme vous savez, pour ceux qui la fréquentent. On perd plus de temps à changer d'une gare à l'autre que venir de Bruxelles à Paris. Une échelle intermédiaire où nous imaginons les RER, les Franciliens, les tramways, etc., qui ont une vitesse moyenne, et finalement cette éponge qui est la marche à pied, mais pas seulement. Donc ces trois espaces, d'abord on dit que ce sont des espaces, c'est pas que des infrastructures, mais ce sont trois espaces qui ont des vitesses différentes, sont les trois lieux de projet. Donc on a fait des propositions qui ont été assez fortes par rapport au débat, qui était centré sur la proposition faite par un des ministres de Sarkozy, le ministre qui a été envoyé chez lui après le scandale des cigarettes, peut-être vous l'avez vu sur les journaux, M. Blanc. Donc M. Blanc avait sorti du chapeau donc, une grande 8, et autour de ce grande 8, il a été voté donc, une loi. L'idée donc des gares le long de ce trajet de souterrain, de métro souterrain, très coûteux, très long, et qui nécessite beaucoup de temps pour être réalisé. Or, la situation de la banlieue parisienne, c'est une situation qui ne peut pas attendre 20 ans ou 30 ans. Donc, l'hypothèse plutôt de travailler sur une nouvelle ligne de tramway, de structurer les lignes existantes qui fonctionnent très très mal, le RER, le Transilien, et aussi un projet qui concerne la connexion des TGV à travers Paris. Donc tout ça, comme je le disais avant, c'est pas un plan, c'est une série de réflexions faites avec un instrument de recherche qui est le projet, dans ses formes différentes, qui arrive donc à ces stratégies et aussi à définir un espace stratégique le long de cette coupe qu'on avait étudiée, qui était donc une coupe le long de la Seine et après continue vers le nord. On a imaginé que cette ville poreuse pouvait quand même trouver un espace stratégique qu'on appelait la traversée verte, qui n'est pas que du vert, c'est l'idée d'un espace avec des transports collectifs, avec des espaces publics, avec du vert aussi, évidemment, avec la lumière en partie, qui traverse donc du nord au sud, à l'est du périphérique, mais aussi très proche du périphérique, en intégrant aussi une partie du périphérique, qui est celle-ci, et après le long de la Seine, elle arrive jusqu'aux forêts qui partent ici, et là, la Courneuve, c'est une partie un petit peu difficile. Cet espace-là, on le considère un véritable espace stratégique qui affirme les éléments principaux de ce projet de Victoriose, donc il y a vraiment un espace de connexion et de lien et de prédation possible entre les différentes parties, et qui est aussi une nouvelle structure spatiale qui sort de l'idée radioconcentrique. On peut imaginer d'autres traversées vertes. Ça, c'est une traversée, mais on pourrait en avoir d'autres, et donc qui peuvent réorganiser un espace qui est plus centré sur le Paris, le vieux Paris, le petit Paris, mais qui assume donc cette échelle différente, dans laquelle vivent des millions d'habitants qui ne sont pas que centrés sur le centre de Paris. Et donc, c'est une affirmation assez forte de la nécessité d'une nouvelle structure de gouvernement. Je vous remercie beaucoup.